Bonsoir, nous voilà réunis pour cette 12e vidéo consacrée au zodiaque et plus particulièrement au signe du Capricorne. Dans le mot Capricorne, vous avez Capri, Caper, qui représente la chèvre. Il y aura donc un rapport avec une chèvre, mais nous verrons aussi que, outre la chèvre que nous retrouvons ici, mais là, dans cette imagerie, elle a perdu sa queue de poisson. Eh bien, il y a un animal étrange qui est donc un buste de chèvre et une queue de poisson. Pourquoi? Nous allons tenter de dévoiler une partie du mystère. Dans le zodiaque qui nous est livré par l'astrologie, nous allons dire hellénistique, qui s'est structuré essentiellement à Alexandrie, mais en langue grecque pour ce qui est de son expression, le Capricorne apparaît sous la forme qui a été conservée, c'est-à-dire avec un buste de chèvre et une queue de poisson. Nous allons le retrouver dans l'image suivante. Essayons de comprendre parce que c'est un signe difficile et nous n'avons pas toutes les clés pour reconstituer entièrement les pièces du puzzle. Pour ce qui est de l'origine mésopotamienne, c'est-à-dire le ciel des étoiles de Mésopotamie, chez les Babyloniens, cette image est déjà présente sur des bornes cadastrales vers 1100 avant Jésus-Christ. Et dans leur uranographie, c'est-à-dire dans leur ciel, le poisson chèvre occupait la place correspondant au Capricorne. Il a donc été recyclé. Et nous avons vu avec le Scorpion les vents pestilentiels ravager l'Égypte. Nous avons vu avec le Sagittaire ces vents se calmer, mais les expéditions militaires se remettre en route. Donc, le choix de ce symbole marquant la fin de la saison sèche, puisque nous allons commencer tout doucement la crue du Nil avec le Capricorne et nous retrouver avec la grande partie de la crue du Nil, la masse, avec le Verseau. Le choix de ce symbole marquant la fin de la saison sèche fut sans doute l'œuvre d'astronomes assyriens résidant en Égypte sous les règnes d'Assaradon et d'Assurbanipal. Pourquoi l'Égypte l'a-t-elle recyclée? La pleine lune prenait place dans ce signe au milieu de l'été, quand le soleil atteignait le point le plus élevé du ciel. Alors ne me dites pas pourquoi le Capricorne il est en plein été alors que maintenant il est en plein hiver, parce que une fois de plus, c'est le même phénomène qu'avec le Cancer qui est juste en face. La pleine lune est en Capricorne quand le soleil est complètement de l'autre côté, c'est-à-dire l'éclair de plein fouet. Donc si la pleine lune est en Capricorne, le soleil est, lui, en Cancer. Donc la pleine lune se retrouve en Capricorne quand le soleil est en Cancer. Mais le signe occupé par le soleil, les Égyptiens, les Romains, les Grecs n'en avaient que faire. Ce qui les intéressait, c'était le signe dans lequel se produisait la pleine lune. Donc la pleine lune prenait place dans ce signe au milieu de l'été, et dans le zodiaque tropique, c'est-à-dire fixé sur les solstices et les équinoxes, c'est toujours pareil, quand le soleil atteignait le point le plus élevé du ciel. Les eaux du Nil redevenaient abondantes, les poissons recommençaient à pulluler, les scribes ont recyclé cette ancienne imagerie du poisson-chèvre en associant ces deux phénomènes, et d'une certaine façon, ça voulait dire quand la pleine lune a lieu dans ce signe, le soleil est au plus haut du ciel, ce qui pourrait être représenté
par une chèvre, notamment au sommet d'une colline, et il y a du poisson dans les eaux. Donc, alors ce n'est pas les Égyptiens qui ont fabriqué ce signe, comme à chaque fois. C'est pour ça que je précise toujours l'aide-mémoire égyptien à distinguer de l'origine. C'est-à-dire qu'ils ont recyclé une imagerie venant d'avant en l'adaptant à leur civilisation, où ils ont sélectionné parmi plusieurs images possibles celles qui collaient ou qui pensaient coller avec leur civilisation. Donc le Capricorne est composé de deux parties. Une partie qui représente le poisson qui redevient qui recommence à pulluler parce que la crue commence, la crue du Nil commence, et la tête de chèvre qui est une des images possibles du soleil au sommet de sa course, la chèvre étant au sommet d'une colline. En revanche, là où nous sommes encore dans le mystère, et il y a du travail à faire en matière d'archéologie astrologique, c'est que ce signe a été représenté en hiéroglyphique sous des formes assez différentes. Ici, vous avez ce qu'on nomme la croix de vie. En réalité, c'est un signe hiéroglyphique qui veut dire vie. Le Ankh veut dire vie dans la hiéroglyphique égyptienne. On a également vu ce signe représenté par un visage humain. Voilà, là nous sommes dans le mystère et si les archéologues trouvent la clé ou le chaînon manquant, je me dépêcherai de le répercuter. Et le sigle actuellement utilisé par les astrologues est celui-ci, censé représenter la queue du Capricorne qui chez les Grecs s'enroulait sur elle-même, mais je reste là encore très prudent envers les anachronismes, c'est-à-dire quand il s'agit de justifier un symbole par ce que l'on croit connaître du passé sans que nous ayons la preuve que là était bien l'origine. D'ailleurs, je vous donne un exemple très très simple. Je vous parlais dans une vidéo précédente de l'équivalence entre les béliers maison 1, taureau maison 2, gémeaux maison 3, qui est une équivalence récente et erronée. Et quand elle paraît fonctionner, c'est pour d'autres raisons. Quand on dit que le Capricorne est ambitieux, ce n'est pas parce que c'est le domicile de Saturne. Saturne n'est pas ambitieux. Mais en revanche, quand j'ai le Capricorne à l'ascendant en maison 1, et nous allons le rencontrer, eh bien, quel signe ai-je en maison 10? Je vous laisse compter et nous découvrons le récapitulatif. Ascendant Capricorne, maison 2 Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance. La Balance est l'exaltation de Saturne, c'est-à-dire que l'ascendant Capricorne, c'est le territoire de Saturne, et ce Saturne est exalté dans la case ou la maison 10 qui représente la carrière et l'ambition sociale. Voilà la véritable raison. Mais j'anticipais sur la matrice, voyons plutôt les différentes catégories. Capricorne, c'est un signe nocturne. Alors il y a beaucoup de nocturnes avec le Capricorne, puisque c'est un signe nocturne, c'est donc un Saturne nocturne ou un Saturne lunarisé ou un Saturne intériorisé. Alors comme Saturne porte déjà à une certaine solitude, vivant heureux, vivant caché, en tout cas loin du feu des projecteurs, le fait que c'en soit le domicile nocturne ne fait qu'accentuer.
C'est toute la différence d'ailleurs avec le Verseau, qui est également un domicile de Saturne, mais c'est un signe diurne, c'est un Saturne tourné vers le dehors. Le Capricorne est un signe cardinal, donc il y a dans le Capricorne de l'impulsivité. D'autant que c'est l'exaltation de Mars, donc il y a de la force contenue, il peut y avoir la mâchoire contractée. D'ailleurs, quand le Capricorne est très marqué dans le caractère et qu'il est confronté à quelqu'un qu'il n'aime pas, il peut avoir la mâchoire serrée et du mal à desserrer les dents. Si on se dit face à quelqu'un qu'il n'aime pas, mais qu'il n'y a pas de raison, parce que c'est quelqu'un de très bien, on va le mettre en face à table, il sera bien obligé de discuter avec, il est capable de ne pas desserrer les dents de tout le repas. Donc il a ce côté impulsif, prêt à exploser, mais on est plutôt ici dans, dans une force contenue. Je vais presque dire que si on avait du nucléaire, il est plutôt là, c'est-à-dire une force contenue dans quelque chose qui, à l'extérieur, paraît immobile. Parce que l'extérieur est froid et sec. Le froid agrège des choses, qu'elles soient de la même nature ou pas, il les agrège. Donc, et le sec donne la résistance euh, et donne à la fois quelque chose qui a sa consistance propre, nous l'avons vu, et qui n'adopte pas la forme de son contenant. Donc, ça, il reste tel qu'il est et il peut y avoir un certain manque de capacité d'adaptation. C'est donc un signe saturnien, donc avec la détermination du Saturne, du froid et du sec. Donc voilà encore quelqu'un qui trace sa route, même si je suis complètement assommé par les coups, si j'ai décidé qu'il fallait tenir, je tiens. Et à la fois, on a l'exaltation de Mars qui montre donc que la force est contenue et que si l'extérieur peut se montrer euh, relativement réservé, calme et maître de lui-même, l'intérieur est bouillonnant. Ça rappelle un petit peu le Mars nocturne du Scorpion. En revanche, nous n'avons pas cette ambition intérieure martienne qui tente à prendre le pouvoir dans le Verseau, qui est un signe de Saturne aussi, mais diurne, fixe, chaud et humide, donc plutôt diffusif. Que dire encore? Le Capricorne n'est pas réputé pour démontrer sa sensibilité, qui existe, mais il n'est pas très démonstratif pour ça. Et donc, il peut se montrer froid si on l'a au téléphone sans le connaître. Qu'est-ce que ton mari, il est froid? Non, oh non, pas du tout. Ah, si, bon. Ça, c'est la carence de lune. Et puis, il peut y avoir la carence de jovialité avec la chute de Jupiter. Vous pouvez jouer en comparant les signes qui sont froids et secs, c'est-à-dire les signes de terre. Vous avez le taureau et le capricorne nocturnes tous les deux. Donc là, on a un sacré point commun. Mais le taureau est fixe, le capricorne est cardinal. Donc le taureau maintient la place en l'état, alors que le capricorne a une impulsion, une impulsivité, est capable d'un enthousiasme non démonstratif. Mais quand il est partant pour quelque chose, il le fait, rien ne peut l'arrêter, quelle que soit la carapace extérieure qu'il semble s'offrir. Et si nous regardons la Vierge, c'est également un signe nocturne, puisque les éléments passifs qui adoptent la forme de leur contenant sont la terre et l'eau, mais la Vierge a quand même une souplesse euh, qui est marquée par le fait d'être un signe commun et une curiosité également pour tout ce qui est extérieur,
qui est marqué par le domicile et l'exaltation de Mercure. Il ne faut pas trop, je dirais, caricaturer la Vierge. Quand vous prenez des auteurs romains 1er siècle comme Marcus Manilius, c'est la jeune fille qui a présidé à l'âge d'or et qui s'en est retirée quand le monde a commencé à se corrompre. Donc nous sommes loin de certains portraits plus récents. Bien. Un petit mot sur la matrice. L'ascendant Capricorne, domicile de Saturne. Je vais donc surtout parler de Saturne. Vous lirez le reste, et notamment ce qui relève le fait qu'il soit l'exaltation de Mars. Si je suis ascendant Capricorne, dans la plupart des cas, j'ai la balance en maison 10, et c'est le lieu d'exaltation du Capricorne. C'est là où la chèvre est au sommet de la colline et a la vision panoramique, la vision d'ensemble sur l'univers qui l'entoure. Aussi, il y a une forme d'ambition lente, persévérante, mais c'est Saturne, la planète la plus éloignée du Soleil, donc un pouvoir qui se tient plutôt hors du feu des projecteurs. Être sur le devant de la scène ne l'intéresse pas particulièrement. Exercer un pouvoir avec l'exaltation de Mars, exercer un pouvoir et réussir, ça le motive. Et comme c'est Saturne, il y a besoin que ça dure, que ce ne soit pas un feu de paille, contrairement au Bélier, pour qui Mars, euh, contrairement à celle du Bélier, pour qui Mars et non Saturne est exalté en maison 10. C'est-à-dire que lorsque j'ai l'ascendant Bélier, le Capricorne est en maison 10. Et du coup, pour le Bélier, Mars est exalté en maison 10. Donc Mars a un côté je fonce dans le tas, l'ascendant Bélier avec Mars exalté en maison 10, alors que le Capricorne, ascendant, j'ai Saturne exalté en maison 10, c'est lentement mais sûrement. Rien ne me fera lâcher, rien ne me fera renoncer. Que dire? La chute de Saturne, elle est en maison 4, puisque ascendant Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier. Le Bélier, c'est la chute de Saturne, donc là, on est au contraire dans le trou, le puits, le vide, si bien que ce que peut apporter l'immobilier, c'est toujours avec une certaine frustration, ou alors ça peut être que quelqu'un n'a pas reçu de ses ancêtres ou de ses parents tout simplement les biens qu'il escomptait ou auxquels il estimait avoir droit. Et comme l'ascendant est en Capricorne, l'autre domicile de Saturne, c'est le Verseau, c'est-à-dire la maison 2, mais que Saturne, il y a toujours une peur de manquer dans Saturne, eh bien, le Verseau, autre domicile de Saturne en maison 2, cette peur de manquer transparaît dans le comportement. Donc on est plutôt avec un signe qui thésaurise, avec un signe qui épargne, euh, avec un signe qui compte, plutôt qu'avec le flambeur que pourrait être l'ascendant Lion par exemple, avec son soleil. Voilà quelques éléments qui peuvent vous être utiles pour construire le portrait du Capricorne et que je vous laisse découvrir pour ce qui est des autres planètes et amplifier et développer à volonté. Plus vous méditerez sur ces catégories et ces matrices, plus vous affinerez ces portraits en vous-même, et donc plus les bons attributs vous viendront en tête spontanément quand vous interpréterez une carte du ciel. Il faut que ce soit vécu, mangé, digéré par une lente méditation, et c'est la condition pour que l'interprétation soit ensuite efficace.
Un petit aphorisme pour terminer. Ascendant Capricorne, donc domicile de Saturne. Quand l'ascendant est en Capricorne, la maison 2 généralement en Verseau. Nous avons vu que ça pouvait donner la peur de manquer quand nous parlions sous l'angle psychologique, mais quand nous parlons sous d'autres angles, d'autres interprétations sont possibles. Et voilà ce que Henri Ranzo nous dit en 1657. Le nez s'adonnera à des choses lucratives, car le Verseau, domicile de Saturne, est alors en deux. Et bien entendu, si ce Saturne est bien disposé, exalté, etc., eh bien, ça favorise la lucrativité des choses en question. Et si le Saturne est très mal disposé, ça risque de donner des résultats parfois stériles, des résultats financiers parfois stériles. Voilà donc notre découverte du Capricorne et je vous convie à la vidéo suivante qui sera consacrée à l'avant-dernier signe du zodiaque, le Verseau. Au revoir.